Économie et société avec Simon-Pierre Savard-Tremblay. Bonjour, bienvenue, merci d'être à l'écoute de cette émission. Simon-Pierre Savard-Tremblay au micro d'Économie et Société pour la prochaine demi-heure avec vous sur les ondes de Radio-VM. C'est je le rappelle, notre dernière émission avant la fin de l'année. Et j'en profite également pour vous faire une annonce. Ce sera également l'avant-dernière émission tout court parce que l'émission changera un peu de concept. Elle va s'appeler désormais Société. Et à partir de l'hiver prochain, à partir de 2019, de janvier 2019, elle durera 1 heure et elle sera diffusée le lundi de 11h à midi. Alors, ça fait plaisir d'être avec vous. Alors, pour plusieurs, c'est la fin de l'année, on pense aux vacances, on a du plaisir, on n'est pas en train de penser à travailler, mais pour d'autres aussi, on commence déjà à prendre des résolutions pour 2019. On regarde l'année qui s'en vient, là, puis on se dit, peut-être quand on est malheureux au travail, que c'est peut-être le moment de faire des petits changements. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une importance à avoir là-dessus dans les ressources humaines? Le nom va sonner très technique. On a souvent le premier réflexe là, d'appeler les ressources humaines quand on a un conflit de travail ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui va pas, bref, quelque chose à gérer. Mais grosso modo, c'est une ressource qui a probablement une importance inusitée et une importance insoupçonnée. Pour en parler à tout le moins, on a au bout du fil Nicolas Lessard, qui est consultant en ressources humaines. Merci d'être avec nous, Nicolas. Bonjour Simon-Pierre, comment allez-vous? Ça va bien, merci vous. Ah, très bien, très bien. Génial. Alors, tout d'abord, on va parler un peu du contexte global. On est en contexte de plein emploi. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? C'est quoi les variables qui font ça? Ça veut dire que il y a personne qui est au chômage en ce moment, c'est que vous quittez une job, vous êtes presque sûr d'en avoir une autre en bout de ligne? Ça ressemble effectivement un peu à ça. Essentiellement, le contexte de plein emploi, ça veut dire que les gens qui sont âgés entre 15 et 64 ans, qui souhaitent travailler, occupent généralement un emploi. Donc, il y a encore des gens qui peuvent être, entre guillemets, au chômage, qui sont entre 2 emplois, mais la très grande majorité des gens qui souhaitent travailler actuellement occupent un emploi. Alors, c'est très intéressant comme contexte, évidemment, pour les travailleurs. Tout le monde travaille, il y a des revenus, etc. Ce sont des belles opportunités pour tout le monde. Oui, donc, mais en même temps, ça s'accouple aussi du fait qu'il y a un vieillissement de la population aussi. Comment les deux réalités cohabitent-elles? Ah ben effectivement, c'est sûr qu'il y a un vieillissement de la population. Le problème, en fait, ça vient au niveau des entreprises qui peinent à recruter des employés qualifiés pour leurs emplois. Les gens partent à la retraite et c'est normal après avoir travaillé pendant une quarantaine d'années dans une organisation. Malheureusement, il manque de personnel qualifié pour occuper les emplois, notamment en région, dans les usines et puis même en ville aujourd'hui, à Montréal et à Québec, on est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, pénurie de main-d'œuvre, même si. Donc, plein emploi, vieillissement de la population, pénurie de main-d'œuvre. Donc, autrement dit, c'est très difficile pour les entreprises de se trouver des compétences, là, maintenant. Là. C'est absolument ça. En fait, c'est très difficile pour les entreprises de trouver des employés qualifiés, donc qui ont des compétences, par exemple, des formations postsecondaires, etc., ou même des employés non qualifiés. Par exemple, on entend parler de certains restaurants dans les villes, en région, qui peinent à recruter des serveurs, des plongeurs, des personnes pour occuper des emplois qui ne demandent pas nécessairement des qualifications particulières, mais qui sont nécessaires pour faire fonctionner une entreprise. Et actuellement, c'est le contexte de plein emploi, c'est le défi des organisations de trouver des employés. Bon, on dit même que certaines organisations craignent la surqualification. Ça paraît spécial quand on entend ça. On se dit, il me semble que tout le monde devrait être content d'avoir des gens diplômés, des gens avec des CV très garnis. Quelle logique qui fait qu'une entreprise peut dire « Ah non, moi je pense que ce gars-là, il est trop pour nous ». Bien, en fait, quand on regarde la situation, il y a plusieurs nouveaux arrivants qui arrivent et qui sont bardés de diplômes, qui sont très, très qualifiés, des fois des diplômes de 2e cycle, de 3e cycle universitaire même, et puis ils se présentent sur le marché du travail québécois et malheureusement, les opportunités d'emploi dont ils ont besoin ne sont pas disponibles, en fait. Ou ils n'ont pas nécessairement l'expérience requise, ou en fait, ils sont simplement surqualifiés pour les postes qui sont disponibles. Par exemple, j'ai déjà travaillé pour une agence de placement et j'avais des gens, par exemple, qui venaient du Maghreb, qui avaient un diplôme maîtrise en électromécanique, qui se retrouvaient à faire des emplois en usine chez Coca-Cola à 12 $ de l'heure à la journée. Parce que malheureusement, ils n'avaient pas les opportunités d'emploi qui cadraient avec leur diplôme. C'est comme si l'appariement se faisait pas nécessairement facilement ou naturellement. Entre les compétences qu'on a d'un côté et les emplois disponibles de l'autre, malheureusement, il y a un mariage qui n'est pas toujours évident. Donc, autrement dit, la surqualification, parce que je sais que d'habitude, le salaire peut être modulé en fonction du niveau de diplomation. Dans certains emplois, tout le moins, je pense, dans la fonction publique, dans certains secteurs. Absolument. Mais j'imagine que si vous avez un doctorat et que vous travaillez au Super Club Vidéotron, là, ça va absolument rien toucher là-dedans. Là.
Mais vous avez absolument raison. D'abord, au niveau du salaire, mais autre chose, c'est quelqu'un qui a fait des études universitaires ou qui a fait des études à tout le moins postsecondaires, s'attend à avoir un emploi quand même intéressant, valorisant, à avoir certains défis. Puis lorsqu'il se retrouve, par exemple, vous avez un très bon exemple à travailler pour le Super Club Vidéotron ou comme chauffeur de taxi ou à livrer de la pizza, bien, c'est sûr que c'est pas accomplissant d'un point de vue humain. La personne qui a travaillé très, très fort, qui s'est développé comme individu, qui a développé des compétences, aimerait pouvoir s'en servir puis aimerait avoir un emploi qui lui permet de se réaliser comme personne. Si on pense à la pyramide des besoins de Maslow, l'actualisation de soi, c'est un besoin qui est très, très important dans une vie et ça passe beaucoup par le travail, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Donc, avoir beaucoup de diplômes, mais malheureusement pas la chance d'utiliser ses compétences, ses connaissances, son savoir-faire, c'est quelque chose qui est malheureusement très, très triste là, pour beaucoup de gens. Oui, j'imagine bien, mais en même temps, on nous dit, là, vous dites qu'il y a le plein emploi, il y a la question des compétences, mais on parle de plus en plus de la robotisation des emplois. Il est de plus en plus question, par exemple, que dans les restaurants, pas dans les grands restaurants où il resterait toujours, je pense, des sommeliers et du personnel qualifié, justement, des gens avec des formations particulières pour répondre à certains besoins, mais dans certains restaurants, ça serait maintenant sur des machines qu'on commanderait notre repas, qu'il serait question de plus en plus de voitures sans chauffeur en ce qui concerne l'industrie du taxi. Donc, probablement que bientôt, on va se ramasser avec beaucoup de gens à la porte, là. Ben, effectivement, puis malheureusement, puis on le voit également avec la robotisation des usines, par exemple dans les régions, des employés qui sont, par exemple, qui n'ont pas beaucoup de qualifications autres, qui ont passé leur vie, par exemple, dans une scierie ou peu importe, et puis finalement, c'est robotisé ou ça change en fait de technologie. Puis, finalement, les gens se retrouvent sans emploi pendant ce temps-là. Et puis, ils doivent faire une requalification, ils doivent se retrouver un nouveau travail. Et malheureusement, ben ça se solde parfois par des drames humains. Ce sont des gens qui ont passé leur vie à travailler très, très fort, qui n'arrivent pas à se replacer, qui n'arrivent plus à gagner leurs revenus. Et puis, malheureusement, ben il y a souvent un passage à vide. Ils ne savent pas quoi faire. On arrive à 50, 55 ans, il reste encore plusieurs années sur le marché du travail et malheureusement, on n'arrive plus à se trouver d'emploi finalement. Donc, c'est avantageux pour les organisations. Certaines fois, on économise et tout ça, mais pour les êtres humains, il y a réellement un drame là, dans le changement professionnel qui s'opère actuellement. Oui, ben c'est ça, effectivement. J'imagine que ça doit être toute une réadaptation. Puis dans ces cas-là, quelles options restent un peu sur la table? C'est-à-dire, est-ce qu'on devrait, d'une certaine façon, se dire que ce n'est pas intéressant, par exemple, pour un jeune de travailler à l'épicerie du coin, donc on laisserait ça entre les mains d'une machine maintenant, comme d'ailleurs il y a déjà des comptoirs pour scanner les items qu'on achète à l'épicerie. Mais est-ce qu'on devrait plutôt dire investir dans la formation pour avoir davantage de qualifications pour ces jeunes-là au lieu de leur dire, puis on leur offre vraiment, ça serait une formation collective qu'on pourrait offrir sur une base collective, et que pendant ce temps-là, on dit, assumons que ce n'est pas intéressant de travailler à l'épicerie pour payer ses propres études, là. Ben effectivement, c'est une hypothèse. Personnellement, je suis un peu de la vieille école. Je pense qu'on apprend beaucoup en travaillant, par exemple, dans une épicerie, le temps de faire ses études. On apprend c'est quoi le monde du travail, on apprend c'est quoi avoir un patron, exécuter des tâches. Parfois, il y a des affaires qui sont plaisantes, il y a des affaires qui sont déplaisantes. Il faut gérer les relations de travail avec les collègues, etc. Et je pense qu'à l'école de la vie, entre guillemets, on apprend beaucoup sur le marché du travail. Mais ça fait un temps. Entre faire ça pendant qu'on étudie, par exemple, au début d'une carrière, éventuellement, par exemple, aller au cégep, faire une technique ou aller à l'université, éventuellement occuper un emploi qui est plus intéressant, disons, ou plus valorisant, ben je pense que c'est des étapes à passer. Mais c'est sûr que d'investir collectivement dans la formation, autant au niveau des jeunes que des adultes, et ça, c'est un peu le parent pauvre au Québec, la formation des adultes, la formation continue. Quand on prend des pays comme l'Allemagne, par exemple, ou d'autres pays européens qui investissent là-dedans, justement, pour assurer que les gens gardent leurs compétences à jour. Nous, au Québec, malheureusement, on a encore beaucoup de chemin à faire à ce niveau-là. Oui, mais vous dites que c'est intéressant, ça permet d'apprendre. Mais comment vous allez convaincre le patron de l'Intermarché ou du Provigo de garder des employés, surtout avec la hausse du salaire minimum qui s'en vient, si elle n'est pas d'ailleurs déjà effective? Et comment vous allez les convaincre de les garder alors que pour eux, c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteux d'avoir des machines? Ben, je continue à penser quand même que dans les épiceries, par exemple, OK, on peut avoir une caisse automatique, mais ça prend quand même des gens qui vont faire les étalages, ça prend des gens qui vont orienter les gens dans les allées, ça prend quand même toujours un peu d'humain là-dedans. Ça reste du service à la clientèle quand même qu'on fait, bien qu'on peut automatiser une certaine partie. On va toujours avoir besoin d'avoir des êtres humains, je crois, sur le marché du travail pour servir les gens. Alors, j'ai l'impression que c'est un incontournable. Même si on peut automatiser certaines choses, il va toujours falloir avoir des employés.
Vous êtes toujours à Économie et Société avec Simon-Pierre Savard-Tremblay sur les ondes de Radio-VM pour le deuxième segment de cette émission. Je rappelle que mon invité est Nicolas Lessard, consultant en ressources humaines, qui nous faisait d'ailleurs, juste avant cette petite intermède musicale, le portrait du marché du travail au Québec, de son actuelle situation et de ses défis. Mais j'ai envie de vous demander, Nicolas Lessard, les ressources humaines dans tout ça, qu'est-ce que ça donne? Que ça donne, c'est une très belle référence. En fait, les ressources humaines, quand on y pense, c'est de faire l'appariement entre des gens qui ont du talent, qui ont des compétences à offrir et qui cherchent un emploi, et puis les entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre, qui ont besoin d'employés pour faire fonctionner leurs activités. Et les ressources humaines, en fait, les grands défis, ce qu'on voyait dans nos cours, puis c'est très, très vrai sur le marché du travail, attirer, retenir et motiver les employés. Puis quand on regarde la situation justement sur le marché du travail, il y a énormément de gens, malheureusement, qui sont soit malheureux au travail, qui sont sous-employés, qui sont surqualifiés pour leur poste, comme vous mentionnez tout à l'heure. Et le rôle des ressources humaines, en fait, c'est d'essayer de rendre tout ça plus harmonieux, finalement. Avoir les bonnes personnes pour les bons postes, les garder heureux au travail, leur offrir des défis, leur offrir de la formation pour faire qu'ils puissent s'accomplir dans leur milieu de travail et que les entreprises, ultimement, performent bien aussi, réussissent à créer de la richesse, réussissent à donner des services, à créer des biens et puis soient plus productives également. Soit plus productive, mais justement, quand vous parlez de productivité, ça, c'est souvent le besoin beaucoup du patron. Il y a une telle réalité que les conflits de travail, vous, les ressources humaines, vous êtes à l'emploi de l'entreprise en tant que telle ou de l'organisation en tant que telle, que ce soit un organisme à but non lucratif ou à but lucratif. Mais en cas de conflit de travail, vous êtes de quel côté, finalement? Est-ce que vous êtes des arbitres là-dedans? Est-ce que vous vous mêlez de ça? Qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est quand même assez majeur, justement, dans le bonheur au travail, là. Vous avez absolument raison. C'est sûr qu'en ressources humaines, on travaille du côté patronal, du côté de l'employeur. Cela dit, puis encore plus dans le monde aujourd'hui, comme on dit, où on est en pénurie de main-d'œuvre, c'est dans l'intérêt de tout le monde que les employés soient heureux, que l'entreprise performe bien. Quand on pense aux délocalisations, par exemple, des entreprises qui n'arrivent pas à performer suffisamment pour les besoins des actionnaires, notamment qui sont délocalisés à l'extérieur, ou, comme vous mentionnez, justement, les conflits de travail qui peuvent survenir, ça qui heurte l'entreprise finit aussi par heurter les travailleurs d'une façon ou d'une autre. Parce que, bon, il y a des moins bonnes conditions de travail, parce qu'il y a des emplois qui sont perdus, parce que les gens sont malheureux. Donc, d'un point de vue individuel, si une personne n'est pas heureuse à son travail, évidemment, c'est déjà un drame, mais en plus, ça permet, en fait, ça nuit à l'organisation par rapport à sa productivité. Donc, les ressources humaines, en fait, l'intérêt, c'est que tout le monde soit heureux, que l'entreprise fonctionne bien, qu'elle arrive à livrer les résultats qu'elle a à livrer et que les employés soient bien au travail, finalement. Il y a un côté un peu service à la clientèle là-dedans. En réalité, je vois mon rôle beaucoup comme je fais du service aux employés. Comment est-ce que je peux faire pour les rendre heureux au travail, pour répondre à leurs questions, pour répondre à leurs aspirations? C'est un peu ça le rôle des ressources humaines aujourd'hui. Dans le temps, c'était simple. Les employés, il y en avait beaucoup qui venaient faire la file et puis bon, on pouvait juste sélectionner et puis c'était pas plus compliqué que ça quand il y a du chômage. Maintenant, quand c'est le plein emploi, il faut séduire les employés, il faut leur offrir une expérience au travail qui fait qu'ils ont envie de rester plus que simplement 1 ou 2 ans puis de partir. Est-ce qu'on peut vous dire un peu sévèrement que dans tous les cas, si vous êtes toujours du côté de la partie patronale, même si vous cherchez le bonheur de l'employé, vous allez toujours avoir un certain blocage à un certain moment, au moment où il y aura des revendications du côté des travailleurs, parfois syndiqués, qui, eux, voudront véritablement des améliorations? Je comprends absolument. Puis effectivement, ils ont des revendications souvent légitimes. Quand on regarde les grandes entreprises, par exemple, les employés de Bombardier ou tout ça, les travailleurs ont souvent des revendications parfaitement légitimes. C'est sûr qu'à chacun son rôle. Mon rôle dans une organisation, c'est évidemment je travaille dans l'intérêt de l'organisation, mais il y a un certain arbitrage à faire et parfois je dois jouer un peu le rôle du méchant puis devoir dire non. Ça fait partie de la vie organisationnelle, de devoir dire non à certaines revendications ou de devoir, par exemple, rencontrer un employé puis le recadrer parce que sa performance de travail n'est pas adéquate, son comportement n'est pas adéquat. C'est un peu le côté un peu négatif des ressources humaines, mais je préfère miser sur le positif et me dire qu'il y a quelque chose de très, très bon pour le développement des gens de ce point de vue-là. Par contre, c'est sûr qu'il y a un peu des deux. Vous êtes là pour régler les potentiels casus belli. Effectivement, il faut éviter les conflits le plus possible. Il faut aider les gens à être heureux au travail. Quand on y pense, Simon-Pierre, vous et moi, dans la trentaine, et comme la plupart de vos auditeurs, on va travailler pendant notre vie entre 40 et 50 ans. Mm-hmm. Donc, pendant 40 à 50 ans, on va être sur le marché du travail. On va passer la moitié de notre vie éveillée, la moitié
pendant 40 à 50 ans sur le marché du travail. C'est longtemps quand on n'est pas heureux ou qu'on est dans une situation de conflit ou qu'on ne s'accomplit pas au travail. Donc, je trouve ça fondamental, encore plus aujourd'hui, d'investir au niveau des ressources humaines puis de se préoccuper de ça, de se préoccuper des employés. Mais vous trouvez pas que c'est un peu un terme un peu froid, un peu technique, ressources humaines, ça sonne très capitaliste, c'est-à-dire que ça sonne très, on vous mobilise comme un peu comme une chair à canon, comme une espèce de petit soldat de l'entreprise, purement et simplement? Vous avez raison qu'on pourrait vraiment travailler sur les termes. Je suis absolument d'accord avec vous. Le terme ressources humaines, je pense, vient avec le fameux trio de la gestion qui est la gestion des ressources matérielles, financières et humaines. Donc, de ce point de vue-là, ça fait très ressources, ça fait très machinal. J'ai regardé une formation récemment, entre autres, le ministère du Travail de Belgique. La directrice de ce ministère-là s'était renommée elle-même la directrice du bonheur, en étant la directrice des ressources humaines. Donc, je trouvais ça extrêmement intéressant de miser sur des termes positifs et porteurs comme ça pour dire réellement ce qu'elle faisait. Et ça, il y avait toute une philosophie derrière, justement, d'améliorer la qualité de vie pour les employés, de supprimer, par exemple, des rapports désagréables à faire et puis des irritants au travail pour vraiment les rendre heureux puis justement les garder dans l'organisation. Les garder dans l'organisation. Autrement dit, il y a une bonne partie qu'on pourrait appeler le human interest là-dedans. Absolument, absolument. Puis, comme on mentionnait tout à l'heure, en situation de plein emploi, les employés peuvent magasiner leur emploi. Et donc, quelqu'un qui n'est pas heureux, qui ne se sent pas accompli au travail, peut facilement aller chercher de la formation. Facilement. C'est-à-dire que les formations sont accessibles. Ça peut être difficile de faire une réorientation, mais néanmoins, c'est possible, en 2018, de se réorienter, de changer de carrière, et même plusieurs fois dans une vie. Quand on regarde les statistiques, les gens de notre génération, et puis vos auditeurs aussi, on risque d'occuper plusieurs emplois au cours d'une vie, une dizaine d'emplois facilement dans différents champs. Et il y avait une statistique qui disait que la plupart des gens font une formation universitaire, par exemple, ou une formation postsecondaire aujourd'hui, mais n'ont pas encore la formation possible pour l'emploi qu'ils vont occuper plus tard parce que cette formation-là n'existe pas. Avec l'évolution du marché du travail, le développement des technologies, on va tellement changer d'emploi puis on va tellement évoluer qu'il va falloir se former tout au long de notre vie puis changer d'emploi tout au long de notre vie, en fait. Donc, autrement dit, avec ce contexte-là, actuellement de plein emploi, puis d'ailleurs, on ne sait pas s'il sera éternel, là, puis probablement pas, mais actuellement, à tout le moins, avant que la robotisation soit une espèce de couperet qui risque de tomber prochainement au niveau des emplois, à l'heure actuelle, vous diriez donc à l'auditeur qui nous écoute, qui n'est pas heureux au travail, qu'il peut changer, qui risque pas grand-chose à le faire à tout le moins, qui risque pas de se retrouver à la porte pendant 6 mois à l'heure actuelle. Bien, c'est-à-dire que ça pourrait arriver, ça dépend toujours des champs, mais ce que je suis en train de dire, c'est que c'est un moment idéal pour réfléchir à son emploi. On arrive à la fin de l'année, vous le mentionnez tantôt, je trouvais ça très intéressant. 2019 arrive, c'est l'heure de se fixer les objectifs, de reprendre en main sa vie professionnelle. Et quand on y pense, à mon avis, à moi, c'est beaucoup plus dangereux et dommageable pour la santé mentale, pour le bonheur, pour les proches, de rester dans un emploi qu'on n'aime pas, qui nous rend malheureux, qui fait qu'on est stressé, qu'on est désagréable. C'est beaucoup plus dommageable de rester dans ce genre de contexte-là que de prendre le risque d'être audacieux puis de se dire, OK, maintenant, je reprends ma vie en main, je vais retourner sur les bancs d'école, je vais retourner chercher de la formation et je prends ma carrière en main et je change d'emploi. À mon avis, c'est beaucoup plus motivant et c'est beaucoup plus sain aussi dans le monde d'aujourd'hui de faire ce genre de mouvement-là. Oui, j'imagine bien, parce que puis en plus, j'imagine que pour le patron, qu'il le sait qu'actuellement c'est le plein emploi, que l'employé peut magasiner sans trop de difficultés, ça l'incite aussi à se dire, il va falloir que je travaille pour le garder, là. Bien, absolument, puis c'est le gros défi des employeurs actuellement. Ils doivent complètement changer de mentalité et leur façon de voir les choses. L'employé qui vient vivre une expérience de travail. Je lisais des textes récemment qui disaient que la durée idéale d'emploi, d'un point de vue d'employé puis d'un point de vue d'employeur, c'est 3 ans. Parce qu'en 3 ans, on a le temps d'apprendre suffisamment son poste, de se développer. On a encore des défis, mais au bout de 3 ans environ, on a envie d'un nouveau défi. On a envie de quelque chose de nouveau. Maintenant, c'est le défi des organisations d'arriver à trouver ça, de garder des gens qui ont de l'expérience dans l'organisation, intéressés et motivés à continuer pour faire bénéficier évidemment l'organisation de leurs connaissances, puis pour les garder heureux, puis de continuer justement à produire ce qu'ils font. Alors, c'est un très, très gros défi pour les employeurs actuellement. Et si vous regardez aussi des entreprises qui embauchent, mais de façon pratiquement permanente, il y a des affiches sur des organisations, ils embauchent à l'année. Comment ils font pour réussir à garder leurs employés? Bien, c'est le secret que certaines entreprises arrivent à trouver, mais que la plupart des gens doivent encore développer. Trouver leur propre recette
pour offrir une expérience agréable pour leurs employés. Sentez-vous qu'il y a un changement dans le rapport entre patron et employé? L'an dernier, il y a eu le mouvement Moi aussi qui portait un peu sur le fait qu'il fallait pas abuser, autant sur le plan sexuel d'ailleurs que sur le plan des comportements, parce qu'il y a eu toutes sortes d'histoires de patrons qui avaient levé un peu trop le ton, qui avaient chicané, qui avaient même intimidé, en tout cas selon le point de vue de l'employé qui se plaignait. Donc autrement dit, sentez-vous que le patron n'est plus le maître à bord qu'il était auparavant, depuis ces événements-là? Écoutez, c'est sûr qu'il y a une différence sur le marché du travail. C'est sûr que le patron doit développer de nouvelles habiletés et de nouvelles façons de gérer. Veut pas, les gens qui sont en position de pouvoir, les patrons, c'est des gens qui sont souvent un peu plus âgés, qui ont certaines valeurs, qui ont vécu un contexte qui est différent d'une autre aujourd'hui, et donc qui ont toujours agi d'une certaine façon. Arrive le contexte justement du moi aussi, le fait que les gens dénoncent, et c'est très bien, des comportements abusifs ou de la violence ou peu importe, il faut que les gens s'adaptent en conséquence. Ce qui était entre guillemets acceptable il y a 10 ou 15 ans, puis je dis bien entre guillemets acceptable, ça l'est plus du tout aujourd'hui. Donc il faut que les patrons développent de nouvelles stratégies pour gérer leurs employés. Puis comme vous avez mentionné, crier comme ça après un employé et tout. Dans le contexte d'aujourd'hui, l'employé pourrait juste faire allez-y, mangez de la colle, moi je m'en vais. Alors, sinon, il peut arriver, comme vous dites, des poursuites pour harcèlement psychologique ou peu importe. Donc, c'est sûr que ça force les gens à évoluer, à changer leur façon de faire. Vous êtes toujours à Économie et Société avec Simon-Pierre Savard-Tremblay pour le dernier segment de cette émission sur les ondes de votre station favorite, Radio VM. Je rappelle que mon invité est Nicolas Lessard, consultant en ressources humaines. Justement, j'y arrive, Nicolas Lessard. On va parler de vous un peu, consultant en ressources humaines. On aime bien, nous, en ondes, à Radio VM, étant donné que nous sommes numéro 1 sur le marché mondial de la radio, nous aimons bien avoir des scoops, annoncer des choses exceptionnelles, des choses que les autres stations n'ont pas eu la chance d'avoir en guise d'information. Alors, en primeur, on annonce que vous lancez maintenant votre propre entreprise en la matière. Effectivement, écoutez, j'apprécie effectivement l'opportunité d'être en primeur là-dessus. En fait, si j'ai fait des suggestions aux gens de s'émanciper, de se développer et tout ça, je prends moi-même la décision cette année, pour 2019, de me lancer dans le travail autonome, finalement de lancer mon organisation pour faire du coaching d'entrevue. Parce que ce que je réalise, après avoir passé plusieurs années dans le recrutement, avoir fait des centaines d'entrevues, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement les compétences ou qui pourraient mériter d'avoir un petit coaching pour apprendre à chercher un emploi. Comme vous le savez, on peut apprendre énormément de choses sur les bancs d'école, mais on vous apprend jamais à chercher un emploi. On vous apprend pas à faire un CV, on vous apprend surtout pas à faire une entrevue. Et pourtant, ce sont des compétences professionnelles aussi essentielles que des compétences techniques, parce que comme on disait tantôt, avec le marché du travail actuel, puis une certaine insécurité, on pourrait dire, ou disons un mouvement, le marché est en mutation, le fait d'être capable de se chercher un emploi et de trouver un emploi intéressant, ça demeure une compétence qui est fondamentale. Et je veux poser ma pierre à l'édifice, en fait, en développant les coachings d'entrevue individualisés. Donc, une personne qui souhaite, par exemple, postuler à un emploi, m'envoie une offre d'emploi. Moi, je prépare une entrevue pour cette personne-là, donc individualisée spécifiquement pour le poste. Je fais des recherches sur l'organisation. Je vais faire une entrevue téléphonique avec la personne, une entrevue de sélection et par la suite, un coaching sur tout ce que j'ai vu auparavant. Simon-Pierre, vous avez déjà travaillé aussi dans différents contextes. Vous avez déjà postulé aussi probablement, comme vos auditeurs. Combien de fois est-ce qu'on entend « Malheureusement, je ne vous retiens pas pour le poste, vous n'avez pas le profil recherché » ou « Quelqu'un d'autre a davantage le profil recherché pour le poste ». Et vous cherchez à savoir pourquoi. Mais pourquoi moi, j'ai pas été retenu? Et la personne qui est au bout du fil vous répond pas nécessairement ou trouve une phrase un peu écran en disant « Vous n'avez pas le profil ». Moi, mon travail, ça va être de dire aux gens « Écoutez, voici les choses que vous pouvez améliorer et voici pourquoi possiblement en entrevue, ça ne fonctionne pas pour vous. » Des fois, ça peut être des éléments très, très de base. Je reçois quelqu'un en entrevue il y a quelques semaines. La personne avait aucune capacité à garder un contact visuel. Pourtant, très intéressant, très compétent, aucune capacité à garder un contact visuel. Ou quelqu'un, par exemple, qui n'écoute pas les questions et qui interrompt constamment. Et vous, comme recruteur, c'est pas quelque chose que vous pouvez dire au moment où vous faites part du refus d'embauche? C'est extrêmement malaisant, d'une part, de dire à quelqu'un pour une raison, disons, humaine ou de comportement, je suis désolé, je vous retiens pas pour la raison X ou Y. Par exemple, votre personnalité ne cadrerait pas avec l'équipe ou quoi. D'une part, ça peut être très mal reçu de la part de la personne qui
qui a postulé. Et d'autre part, en tant que recruteur, on n'a pas envie de s'ouvrir à des poursuites ou à des recours ou à argumenter avec la personne au téléphone. Nous, on doit protéger l'intérêt de l'organisation. Notre travail, c'est de choisir. Notre travail, c'est pas d'expliquer aux gens, voici pourquoi je vous ai pas retenu. Lorsque c'est possible de le faire, je suis convaincu que la plupart des gens qui sont dans le recrutement comme moi le font. Par exemple, vous pourriez développer cette compétence-là. Vous pourriez travailler sur cette expérience-là. Mais il y a certaines fois où, malheureusement, quand c'est un cas de personnalité, par exemple, ou de comportement qui est problématique, on ne peut pas le dire. Et étant quelqu'un de très humain, de très empathique, ça m'a fendu le cœur de devoir parfois refuser des gens alors que je sais très bien que si je m'étais assis avec eux puis je leur avais expliqué la situation en toute honnêteté, j'aurais pu les aider. Et c'est des gens souvent qui ont beaucoup de potentiel, mais qui, malheureusement, pour des raisons parfois toutes simples, n'arrivent pas à performer en entrevue, n'arrivent pas à avoir un emploi. Et ça, je trouve ça très triste et c'est pour ça que je veux lancer mon coaching d'entrevue. En fait, c'est pour aider les gens à développer ces petites compétences-là que malheureusement, on n'apprend pas autrement. Et donc, c'est essentiellement ça le service que vous allez offrir. Donc, pour le coaching d'entrevue, est-ce que vous allez aussi offrir des consultations pour l'employé qui est actuellement malheureux au travail, qui a besoin d'avoir quelques suggestions de votre part? C'est sûr qu'à chacun son métier, il y a beaucoup de personnes qui sont très, très bien formées en orientation professionnelle. J'ai une de mes amies, entre autres, qui travaille pour un centre en orientation professionnelle comme conseillère en emploi et puis comme orienteur également, qui peut donner un sens aux gens, aider les gens justement à trouver le sens dans leur emploi et à faire cette réflexion-là de recherche d'emploi, qui sont beaucoup plus spécialisés là-dedans, qui connaissent le marché du travail d'une façon différente. Moi, de mon côté, je me dis, ce que moi je peux apporter avec l'expérience que j'ai, avec ce que j'ai envie de faire, c'est lorsque les gens viennent à l'étape de postuler et puis que malheureusement, ils ont eu plusieurs entrevues, mais ça déboule jamais, ça ne se rend jamais jusqu'au bout, d'être capable de leur donner le petit plus, le petit tremplin nécessaire pour réussir à obtenir l'emploi. Donc, je dirais que plutôt l'orientation, ça va être plus pour les orienteurs. Moi, c'est vraiment plutôt à l'étape entrevue et puis embauche. Entrevue et embauche. Nicolas Lessard, pour terminer rapidement, pour l'employé qui nous écoute et qui voudrait, en tout cas l'apprenti, l'aspirant employé qui vous écoute et qui voudrait aller s'asseoir, qui voudrait aller se coucher sur votre divan, qu'est-ce qu'il tape sur Google? C'est intéressant, c'est pas tout à fait se coucher sur le divan. En fait, j'ai pas démarré mon organisation encore, je suis en belle réflexion là-dessus. Oui. Éventuellement, je vais avoir une page Facebook, Nicolas Lessard, consultant RH et coach en recrutement, coach en entrevue. Pour le moment, je suis en train de réfléchir à comment je vais lancer ça, mais je vais vous le laisser savoir sans faute. Merci Nicolas Lessard. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Simon-Pierre, de l'opportunité. Très apprécié. Avec joie. Alors, c'était Simon-Pierre Savard-Tremblay au micro d'Économie et Société sur les ondes de Radio-VM. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année. Au revoir.